Complète mon cours. Donc tout à l'heure, j'ai dit que pour le cas général, voilà les conditions. C'est HKL tel que H plus K plus L est égal à 2N. Ça, c'est la réflexion, ou bien le plan réticulaire, la famille des plans réticulaires. 0KL, H plus K est égal à 2N et HHL, L est égal à 2N. Cette condition générale, elle est valable pour l'ensemble des cas, y compris les cas particuliers. Pour les cas particuliers, je dois ajouter certaines conditions. Les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, donc il faut les ajouter à la condition générale. Par exemple, pour le cas particulier D et C, on n'ajoute rien. Donc c'est toujours la condition générale qui est valable. De même pour le cas particulier A. Mais pour le cas particulier B, il faut ajouter deux conditions supplémentaires aux conditions générales. Pour les réflexions HKL, L est égal à 2N. Et pour H plus K est égal à 2N. Alors maintenant, on va traiter un petit peu les notions de radiocristallographie. Donc la radiocristallographie, c'est la technique qui permet la caractérisation des solides cristallins. Alors la radiocristallographie est une technique de diffraction des rayons par un cristal. Donc le mot diffracté et rayonnement. Donc ce sont des rayonnements qui tombent sur un cristal qui sont diffractés. Donc en fait, la diffraction, c'est un cas particulier de la diffusion. C'est-à-dire, la diffraction des rayons X, c'est un phénomène de diffusion des radiations par les constituants des solides. C'est-à-dire, si vous avez une onde plane qui tombe sur un atome qui constitue le solide, cet atome, il va diffuser dans toutes les directions, c'est-à-dire une onde sphérique qui va sortir dans toutes les directions, ce qu'on appelle la diffusion. Ce phénomène de diffraction des rayonnements a été exploité pour la première fois par le savant Loewy en 1912, il y a plus d'un siècle. Et bien sûr, lui, comme rayonnement, il a utilisé les rayons X. Donc cette technique a été utilisée pour déterminer les structures cristallines, c'est-à-dire le système cristallin, le mode de réseau, paramètres de maille, et ainsi de suite. Pourquoi il a utilisé les rayons X? Donc, la longueur d'onde des rayons X, c'est de l'ordre d'un angstrom. Et par conséquent, cet ordre de longueur d'onde est de même ordre de grandeur que les distances interatomiques. Donc, le fait d'avoir un rayonnement de longueur d'onde proche aux distances interatomiques, il se produit un phénomène d'interférence et par conséquent, le phénomène de diffraction qu'on cherche. En fait, la radiocristallographie permet de déterminer les paramètres de maille. Par conséquent, quand on définit les paramètres de maille, on définit le système cristallin. La symétrie cristalline, donc c'est-à-dire la classe, les groupes d'espace. Et on peut atteindre aussi la nature des constituants des solides, c'est-à-dire le motif, comment il est constitué, et l'unité asymétrique, s'ils sont différents. L'exploitation des résultats d'une expérience de diffraction des rayons X n'est pas évidente. On ne peut pas l'exploiter de manière directe. Et pour cette feuille, on doit appeler nécessairement à des connaissances mathématiques qui simplifient l'interprétation des résultats des rayons X. Et parmi les connaissances, le réseau réciproque. Donc,
on va traiter le problème dans un réseau virtuel qui permet bien sûr d'exploiter les résultats de la diffraction X et de déduire les paramètres de maille, la symétrie, et ainsi de suite. Je démarre par la diffraction des rayons X. Alors, la diffraction des rayons X par un solide cristallin, il faut souligner le mot cristallin, c'est-à-dire triplement périodique selon les trois directions. Ce phénomène de diffraction, je peux l'assimiler à un phénomène de réflexion de ces rayonnements qui sont les rayons X par les plans réticulaires. C'est-à-dire, les plans réticulaires peuvent jouer le rôle de miroir, c'est-à-dire l'angle incident des rayons X est égal à l'angle de diffraction ou bien de réflexion. Alors, ceci dit que lorsqu'on envoie un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire de longueur d'onde unique, sur un cristal, tout se passe comme si chaque famille de plans réfléchissait le rayonnement dans une direction bien définie. C'est-à-dire, je peux distinguer les plans réticulaires par leur angle de diffraction. C'est-à-dire, chaque famille de plans est caractérisée par une direction bien définie de la diffraction des rayons X, qui est définie par l'angle θ. Je vais considérer des plans perpendiculaires au tableau. Je vais considérer 3 plans. Ce n'est pas des rangées, ce sont les plans qui sont perpendiculaires à votre tableau. Et bien sûr, voilà les plans. Mes rayons X qui venaient de l'infini, je vais considérer la verticale pour définir l'angle θ. Les rayons X qui sont venus de l'infini, par exemple, une source de rayons X considérée comme infinie parce que la distance du chemin est très très supérieure par rapport à la distance interatomique. Et bien sûr, ces rayonnements, ils tombent sur les atomes sur cette droite-là. Ce n'est pas sur ces 2 atomes, ils passent derrière. Et bien sûr, il va se produire un phénomène de réflexion ou bien de diffraction, c'est-à-dire θ incident entre le rayonnement et le plan est égal à θ entre le rayonnement diffracté et le plan. Je répète, entre le rayon incident et le plan et le rayon diffracté et le plan présentent même angle. Je considère les rayons diffractés X sont réceptionnés par un récepteur à l'infini aussi parce que la distance qui sépare l'échantillon et le récepteur est très supérieure par rapport à la distance interatomique. Bien sûr, voilà les angles et on constate que le chemin qui passe par l'atome A est différent du chemin qui passe par l'atome B si je considère que la source des rayons X et le récepteur sont à l'infini par rapport au cristal. Alors, je vais éliminer les parties identiques en mettant un angle droit ici. Et bien sûr, le retard entre les 2 chemins sera CBBD. Donc cette partie-là, c'est le retard entre les 2 rayonnements successifs. Et bien sûr, cet angle-là est égal à cet angle-là. La distance entre 2 plans, c'est la distance réticulaire. Et bien sûr, cette distance, c'est quoi? Si je mets le sinus de θ est égal à CB sur D. Et par conséquent, CB, c'est la distance réticulaire fois le sinus de θ. Donc, cette distance-là est égale à cette distance-là, étant donné les 2 angles sont identiques. Après diffraction, la différence de marche entre les 2 chemins, entre les 2 rayonnements, voilà, c'est CBBD.
Et étant CB est égal BD est égal à chacun est égal à D sinus θ, donc la différence de marge sera de D sinus θ. De D sinus θ. Alors pour avoir une interférence entre deux rayonnements successifs, il faut que la différence de marche soit en phase. Donc on aura un maximum d'intensité diffractée lorsque la différence de marche est un multiple de lambda, c'est-à-dire sont en phase. Avec K, c'est un nombre entier positif parce que c'est un multiple de K. On aura donc 2D HKL sinus θ, c'est un multiple de lambda. Cette relation-là est connue par le nom, la première loi de Bragg, ou bien on parle tout court, loi de Bragg. Avec K étant l'ordre de diffraction, je peux avoir l'ordre 1, 2 et 3, mais généralement, on prend K est égal à 1 et s'intéresse uniquement à l'ordre 1 pour la diffraction.